Salut tout le monde, ça va? Ouais! Ok, donc je m'appelle Salomon Brice. Mon boulot, enfin la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est pas une présentation très technique, ça va être du live coding, parce que j'ai pas préparé les slides parce que je suis un gros flemmard. Mais l'idée, c'est surtout de vous proposer une expérience. Et cette expérience est la suivante. On sait faire des UI avec Compose, ou en tout cas Google nous pousse Compose dans la tronche depuis un certain nombre d'années. JetBrains s'y est mis avec Compose multiplateforme, une technologie que je trouve absolument excellente. Et donc, moi, ça fait plusieurs années que je fais plus que du Compose. Déjà sur Android, parce que si vous avez vu les XML avant, si vous êtes suffisamment vieux pour avoir fait des XML, eh ben, vous partagez ma peine. Et puis ensuite, si vous avez fait des applications desktop en Java, par exemple avec JavaFX, eh ben, vous partagez ma peine aussi. Donc Compose, même Compose multiplateforme, Compose desktop, c'est quand même quelque chose qui m'a redonné envie de faire du UI, qui m'a redonné envie de faire de l'expérience utilisateur, alors qu'avant, j'étais parti uniquement sur soit du serveur, soit de l'algorithme, parce que le UI, ça me barbait royalement. Compose multiplateforme, donc c'est cette manière de run du Compose à la fois sur Android, à la fois sur iOS, à la fois sur le web via un Canva et à la fois sur desktop. Et moi, je me suis dit, ok, je sais faire des UI, mais j'ai besoin. Qu'est-ce que c'est faire des UI? C'est organiser du contenu, organiser du texte, organiser éventuellement des boutons, mais de manière générale, organiser des contenus. Et j'ai besoin d'organiser des contenus non seulement pour mes UI, mais aussi pour d'autres activités. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je peux utiliser Compose pour ça? Par exemple, ce que vous voyez là, c'est en réalité une application Compose que j'ai mis en full screen. Simplement, voilà. C'est quoi? C'est un background et deux textes. Donc, si on va voir le code, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est assez gros pour que tout le monde voit le code ou est-ce qu'il faut que je grossisse encore? Vous aviez qu'à vous avancer. Ici, j'ai une application, d'accord? Et dedans, j'ai mon thème, ma surface, une colonne, deux textes, d'accord? Et beaucoup seront pas d'accord avec moi, mais moi, je préfère largement utiliser ça que utiliser n'importe quel outil de présentation parce que je peux précisément adapter mon contenu et savoir comment est-ce qu'il va être run. Ok, donc là j'ai mon application, mais le problème que j'ai, c'est que bah, je dois m'adapter à l'écran. Là, j'ai mis 128 pour Compose Beyond UI et j'ai mis 96 pour Display and Print. Pourquoi? Bah, parce que bah, en fonction de la taille de mon écran, c'est ce qui allait le mieux. D'accord? Mais c'est un peu nul, surtout que je ne sais pas sur quoi je vais présenter, etc. Et donc, il y a deux API que j'aimerais que vous reteniez de cette, enfin de cette deux, on va dire, points techniques. Et le premier secret de ce qui m'a fait embarquer Compose autre part que dans l'UI, c'est la compréhension de ce que c'est que le DPI. Alors, je vous pose la question, c'est quoi hein, le DPI? Et quand j'écris, par exemple, ici que j'ai une colonne et que je peux lui mettre, par exemple, une width à, je sais pas moi, 128 dp, c'est quoi un DP? Qu'est-ce que veut dire DP déjà? Est-ce qu'on sait? Alors, dot per inch, ça c'est quand on est dans le print. Mais là, on n'est pas dans le print. Donc, en réalité, DP, c'est display pixel et DPI, c'est display pixel per inch. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est à quelle distance, à quoi en pixels ça correspond à DP. Et la réponse est, pardon? Ça dépend de la densité. La réponse est indéfinie. Ça dépend complètement. Je peux dire que si je dis que 1 dp c'est la taille complète de mon écran, eh ben évidemment dès que je vais afficher une lettre, ça va déborder dans tous les sens, d'accord? Mais ce qu'on va voir, c'est que ça va pas du tout pixeliser parce que c'est une valeur complètement abstraite. Derrière Compose, il prend la distance en dp, la densité, il en sort la distance en pixels et il rastérise en fonction des pixels qu'on a, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe si je dis maintenant que ma colonne
Sa width, c'est, par exemple, 640 dp par 360 dp. Ça correspond à peu près 640 par 360, c'est du 16 par 9. Et je vais mettre size. Et puis, je vais lui retirer le fill max size quand même, et je vais lui mettre je vais pas regarder l'heure, ok, un border à 2 dp, et je vais dire que ça va être white simplement. Ok. Pour que ça marche, il faudrait que je la mette à l'intérieur d'une box, que cette box, hop, son content alignment, ça soit center, je mets ça à l'intérieur. Ok. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de dire 128 et 96, je vais dire que c'est mon matériel thème typographie headline, headline medium. Ah, et du coup, c'est plus font size, c'est style. Hop. Et ça va être la même chose ici, sauf que ça va être headline small. Ok. Là, j'ai donc une slide qui est en 640 par 360. Et si on imagine dans notre tête que je zoome suffisamment pour que ce carré devienne la taille de mon écran, eh bien à ce moment-là, on a une slide qui est correcte. J'ai pas besoin de augmenter la taille de ce que j'affiche en fonction de. Donc en fait, maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est calculer une densité en fonction de la taille de mon écran. Et si j'arrive à avoir une densité, à définir une densité qui va dire, OK, en fonction de la taille, je veux que ça fasse que ma fenêtre, l'espace dans lequel je dessine, ça soit 640 dp, tout à l'intérieur va zoomer automatiquement. Alors comment je fais ça? Je vais pas le live coder parce que ça va me prendre un peu de temps de me rappeler, mais du coup, tout est prêt. Pouf, non, ça va être simplement checkout. Dans checkout, je vais simplement cancel mes changes. Mais oui. Hop, checkout review. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais regardez, ça rétrécit en fonction de la taille de la fenêtre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Il se démerde simplement pour que le rectangle, qui fait 640 par 360, il prenne toujours au max de la taille de l'écran, enfin de la fenêtre possible. Si je mets ma fenêtre à fond, voilà, et si je passe en full screen, comme je suis sur une résolution 16 par 9, logiquement, ça me prend tout l'écran. Notez que ici, dans mon code qui affiche, j'ai toujours headline small enfin headline medium et headline small. Et si on va regarder headline medium, oui bon c'est des tokens, oui bon c'est toujours chouette comment c'est fait ces trucs-là. Mais c'est ce font size là, hop, c'est 28 SP. 28 SP qui vont changer en fonction de la taille de la fenêtre. Comment est-ce que les 28 SP changent en fonction de la taille de la fenêtre? Eh bien simplement parce que quelque part, j'ai ce code-là qui est magique. Et qu'est-ce qu'il dit ce code-là? Il dit, bah écoute, à l'intérieur de cette box-là, à l'intérieur de ce composable-là, la densité change. Et donc, la première chose technique que je veux que j'aimerais que vous reteniez, c'est cette idée que la densité, c'est quelque chose qui est défini par le système en fonction de votre écran, mais vous avez le droit de la changer. Et vous avez le droit de la changer même de manière dynamique. Et ici, quand je modifie la fenêtre, je modifie la densité de manière dynamique. Et donc, mon texte, il augmente en taille. Pourquoi? Pas parce que je dis il faut que ça soit en fonction de... Non, j'ai mis 28 SP, point. Par contre, je modifie la densité de manière dynamique. Alors, comment je calcule cette densité? Voilà, c'est quand même pas un code extrêmement complexe. Donc, je vous explique simplement comment est-ce qu'il marche. Je dis, OK, voilà la taille de mon écran. Voilà la taille de 640. Combien de fois, sur 640 pixels, combien de fois il faut que j'étire dans ce sens-là pour aller
pour avoir mon 640. Combien de fois est-ce qu'il faut que j'étire dans le sens vertical et je prends le plus petit des deux parce que sinon ça déborderait. Là par exemple, ça prend plus, enfin si j'étire en vertical, ça prend le ratio, il est plus petit que si j'étirais en horizontal. Pardon, si j'étire en horizontal, le ratio est plus petit que si j'étire en vertical. Parce que si j'étire en vertical, on voit bien que là, ça dépasserait. Donc je prends simplement, je calcule les deux ratios, je prends le plus petit des deux pour m'assurer que ma slide elle rentre toujours entièrement dans whatever fenêtre j'ai, et je définis une nouvelle density. Et ensuite, je provide cette densité dans un composition local provider. Avec ça, vous pouvez faire vraiment de la magie. Vous pouvez faire plein de choses. Et donc là, simplement, je m'assure que la taille, ça soit toujours 640 par 360. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ça, j'ai un espace dans lequel je peux dessiner et en fonction en fonction de l'écran, enfin, en fonction du projecteur que me fournit la salle, je suis toujours assuré que ça fonctionne. Alors, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'est de dire j'aimerais avoir plusieurs slides. Bon, c'est très simple. Si je veux avoir plusieurs slides, je fais comment? Eh bien, dans mon main, je maintiens simplement un petit mutable state avec un numéro de slide. Le numéro de slide, là en l'occurrence, c'est 0. Et un petit key event handler qui dit si tu appuies sur gauche, ça fait slide -1. Si tu appuies sur droite, ça fait slide +1. D'accord? Et puis ensuite, ma présentation, en fonction du numéro de slide, elle va afficher ici slide 1 ou slide 2 ou slide 3. J'ai une liste de slides. Je fais ma surface pour avoir mon background. Je modifie la densité pour m'assurer que les slides elles sont bien à la bonne, à la bonne taille. Je mets une box, une colonne qui sera à la bonne taille et j'affiche le slide en fonction de l'int qui m'est passé en paramètre à ma présentation. Donc maintenant, j'ai slide 1, slide 2 et slide 3. Et si j'affiche, hop, slide 1, slide 2 et slide 3. By the way, comme vous allez forcément me demander le code à la fin de la présentation, voici le lien du code. Prenez-le en photo si jamais vous voulez vous y référer plus tard. C'est bon pour tout le monde? Génial. Donc vous voyez que ce qu'il y a de fabuleux dans Compose, c'est qu'on lui donne un état et il va render en fonction de cet état. Donc en fait, si je dis que l'état, c'est la slide dans laquelle je me trouve, modifier cet état, simplement faire +1, -1, je peux simplement lui dire, écoute, si la slide 1, si l'état c'est 1, tu render slide 1, si l'état c'est 2, tu render slide 2, si l'état c'est 3, tu render slide 3. Bon, on avance, mais on est d'accord que les transitions, c'est pas oufissime. On pourrait faire mieux que ça. Mais ce qui est fabuleux aussi dans Compose, c'est le framework d'animation. Et là, je m'adresse aux développeurs Android qui ont essayé de faire des animations avec le système XML. Il y avait vraiment de quoi se tirer une balle. Non, mais vraiment, c'était horrible. Le framework d'animation d'Android avant Compose, c'était horrible. Mais enfin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec la techno qu'ils avaient à l'époque. Mais c'est vrai que l'animation avec Compose, c'est quand même autre chose. Hop. Qu'est-ce que j'ai modifié dans ce code? Pas grand-chose, si ce n'est qu'au lieu de dire en fonction de la slide tu m'affiches ça, j'ai rajouté ce animated content. Animated content, c'est ce qui est fourni par Compose pour animer des transitions entre du contenu. C'est quand même génial. Si je veux faire un système où j'écris des slides, je rajoute un animated content. Si mon contenu c'est les slides, ça va animer tout seul. J'ai simplement mis, si je mets pas la transition spec, l'animation est pas oufissime. Hein, oui, j'ai retiré le carré blanc, mais voilà, si je retire, bon, c'est sympa, mais je voudrais quelque chose d'un peu plus lent et d'un peu plus parlant. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je mets simplement un transition spec pour lui dire si jamais on va vers la droite, c'est-à-dire que le target state il augmente, et si ça augmente, c'est-à-dire que je vais vers une slide plus
vieille, enfin une slide de la suite, eh ben, je vais dans le sens 1, sinon je vais dans le sens -1, et je dis simplement que ma slide, elle va fade et slide. Fade in et slide in, ou fade out et slide out. Voilà, de 1/6 de l'écran, parce que je trouvais que 1/6 de l'écran, c'était joli. Donc ça donne ça. Hop, voilà. C'est joli, hein? Ça marche bien. Donc vous voyez que faire des animations, c'est quand même, avec Compose, c'est génial, et on peut utiliser ça pour afficher, du truc. Maintenant, là, j'ai défini que mon animation, enfin que la transition des slides, elle était définie en fonction de mon gauche-droite. Mais disons que j'ai un stand et que je veux afficher un écran derrière, eh ben, plutôt que dire gauche-droite, je peux simplement faire un petit launch effect de unit, parce que comme ça, il se lancera toujours, de dire, hop, on va changer de slide toutes les 2 secondes. Donc on attend 2 secondes. On fait slide égale slide plus 1, le tout évidemment modulo slide size. Je fais ça de manière indéfinie. Et j'ai mon affichage qui va tourner tout seul pendant de manière, enfin, jusqu'à ce que les centrales électriques tombent à cause de l'invasion de zombies. Donc vous voyez que ce que je trouve assez génial avec Compose, c'est que oui, on peut l'utiliser pour faire des interfaces, mais on peut aussi l'utiliser pour faire n'importe quel contenu animé dont on aurait besoin. Et d'ailleurs, animé ou pas, on peut simplement afficher. OK. Vous faites une présentation. Votre présentation, vous avez vraiment tout organisé, vous êtes super content, et on vous demande, est-ce que tu as imprimé tes slides? Ah! Moi, on m'a déjà demandé ça, et je me suis dit: «Attends, mais on n'est pas dans les années 90». Mais la deuxième API que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, c'est la suivante. Il y a une petite API qui est fournie par Compose, que peu de personnes connaissent, parce que c'est quand même assez niche, soyons honnêtes, et elle s'appelle Compose Scene. Enfin, Image Compose Scene. Image Compose Scene, c'est quoi? C'est, vous créez un objet de type Image Compose Scene, et dedans, vous allez render du compose. Et ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser pour render cette scène dans une image. À partir de là, on est d'accord qu'on a nos slides, on sait combien on en a. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement lui dire, hop, vas-y, exporte-moi en PNG. C'était 3 images, c'est allé vite. Et vous voyez que, je vais les ouvrir, hop, il m'a render 3 PNG qui correspondent aux 3 slides. C'est pas fabuleux comme code, c'est juste, faut savoir qu'il existe. Mais à partir de là, OK, je peux imprimer mes slides. OK, mais qu'est-ce que je peux faire aussi? Bien, je peux, au lieu de dire que c'est du 640 par 360, je peux réduire encore et faire une liste d'images à tout hasard, je sais pas, que je vais poster sur LinkedIn pour faire leur fameux post, vous savez, voilà, sur lequel je vais mettre du texte le plus infuriating possible pour générer de l'engagement. Vous savez, le truc Apple s'est complètement trompé, et des trucs comme ça. Je peux en fait créer des images pour les réseaux sociaux, et comme j'ai un thème et que j'ai une manière automatisée de render mon contenu en fonction de ce thème, j'ai pas besoin de maintenir des layers Photoshop, j'ai pas besoin de faire de l'Illustrator. Je peux tout faire avec ce dont j'ai l'habitude. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et après, je peux aussi, pourquoi pas, générer des PDF. Donc voilà les 2 API que je vous propose d'essayer de vous souvenir. 1, je peux modifier le DPI de manière dynamique et donc adapter mon contenu en fonction de la taille de l'écran. C'est pas juste le système qui définit le DPI, moi j'ai ce pouvoir-là aussi. 2, je peux générer une scène compose et la render dans une image.
À partir de là, le premier usage que je vous propose, c'est effectivement un système de, je suis pas au début, de, gestion de présentation. Je vous introduis à Compose Your Praise, qui est un système qu'on développe depuis 1 an, 2 ans. Alors ça dépend parce que voilà, il y a eu plusieurs itérations. La première version, c'était ça avec React, enfin avec Kotlin React. Et puis après, il y a eu Compose. Hein, enfin, c'est la troisième ou quatrième itération. Compose Your Praise, c'est un système où vous allez pouvoir très simplement faire vos slides. Ça prend en charge la gestion des DPI, ça prend en charge la gestion des slides, ça prend en charge plein de choses. Donc évidemment, je peux avancer ou reculer d'une slide. Je peux avoir plusieurs steps dans ma slide. Et comment est-ce que j'anime ces steps dans ma slide? Ben, ça, c'est complètement à votre choix. Autant l'animation entre les slides, elle est entre guillemets standard, elle est évidemment modifiable, mais elle est standard. Après, comment est-ce que vous animez les steps dans votre slide? Ben, c'est à vous de voir. Vous pouvez afficher du texte, vous pouvez faire des effets waouh, genre comme ça. Vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez animer vos slides comme vous voulez. By the way, on supporte les emojis animés, ce qui, moi, j'aime, ça me fait triper. On peut avoir des transitions entre les slides assez cool, et ça, c'est encore une fois grâce à Compose. Si je peux le décrire en code frame by frame, comme ce que fait Compose pour les animations, je peux faire des trucs sympas. Voilà. Je peux animer du code source parce que je sais highlighter du code source grâce à différentes librairies. Là, en l'occurrence, j'utilise une librairie JavaScript qui s'appelle Highlight.js. Je peux animer du code source, le highlighter, dire hey, regardez par là. Ça, c'est par exemple si je voulais expliquer comment est-ce qu'une lazy property fonctionne. Je dirais voilà, ici, je la récrée à chaque fois. C'est quand même pas cool. Donc, ce que je peux faire, c'est transformer par lazy. Oui, mais ça marche pas parce que c'est un égal. Donc, il faut que je mette le by. Et vous avez vu, c'est comme ça. Et à la fin, voilà le code final. Donc, c'est du code animé et ça, c'est proposé directement par notre système. Le mode overview, Compose, qu'est-ce que c'est? C'est juste render du contenu. Donc, je peux lui dire, tiens, render une slide, ou je peux lui dire, tiens, render toutes tes slides. Et puis, on va se déplacer dans ces slides. Donc, comme une slide, c'est une fonction composable, je peux la render dans le contexte d'une slide, ou je peux la render dans le contexte d'un overview. Vous pouvez voir toutes vos slides visuellement. Le speaker mode. Je peux render la slide visuellement et puis la render aussi dans un speaker mode. Alors, si j'avais 2 écrans, hein, et puis je peux voir la prochaine ou la précédente. Hop. Et j'ai même ici du texte parce que je peux avoir des speaker notes que je mets dans mes slides. J'ai aussi un petit mode. Oui, je sais pas. Hop, je peux dessiner sur ma slide. Mais si je suis en speaker note, je peux dessiner sur ma slide depuis le speaker note. Des petites choses comme ça, qui sont pas difficiles à faire en compose. C'est juste bien architecturer le truc. Ça permet de faire des choses très sympas. Vous pouvez utiliser des thèmes. Vous pouvez, là par exemple, ce que je montre, c'est cette barre de progression de la présentation tout en bas que vous ne voyez pas parce qu'elle est tout en bas au niveau du sol, mais qui avance. Et voilà. Et par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est le premier usage. Vous pouvez retrouver la librairie sur codingcoders.cup, /cup. Il y a aussi un template pour démarrer votre présentation immédiatement. Ah oui, et je vous ai pas montré l'export, évidemment, en PDF et en image. Si j'exporte en PDF et en image, il va m'exporter ma présentation. Voilà, en PNG. Alors, en PDF, j'utilise une librairie qui s'appelle PDF Box, qui est fournie par Apache, qui permet très facilement de créer des PDF. Il m'a généré chacune de mes slides en PNG et à la fin, il me les a toutes mis dans un PDF que vous pouvez fournir à votre audience si jamais vous en avez besoin.
c'est le genre d'outil qui peut être pratique. Bon ça, c'est, je m'adresse aux professionnels, parmi vous. Maintenant, je vais m'adresser aux autres. Hem, est-ce qu'il y a dans l'audience des gens qui aiment les jeux de société? Est-ce qu'il y a dans l'audience des gens qui aiment vraiment les jeux de société, genre, qui ont une collection, qui vont au festival de jeux de société et cetera? OK, je me sens un poil seul. Mais voilà, j'aime les jeux de société, j'aime beaucoup ça, je dois avoir 200-250 boîtes, chez moi. Quand, je fais pas de la danse et que je fais pas du code, je fais des jeux de société. Du coup, j'avais envie de créer des jeux de société. Alors, je suis pas au point forcément de créer des règles, même si ça m'est déjà arrivé. Et là, par exemple, ce que je vais vous montrer, c'est le cas. Des fois, simplement, je prends des jeux de société que j'aime bien et puis je les refais parce qu'ils n'ont pas été traduits en français, par exemple. Il y a un jeu que j'aime bien, je vous montrerai après, qui n'a pas été traduit en français, que j'ai refait. Euh, du coup, je me suis créé un petit logiciel. Et ce petit logiciel, il dit quoi? Il dit, bah, décris tes cartes. Hop, et moi je te fais le PDF pour les imprimer. Donc là, j'ai toutes mes cartes qui sont là, par exemple, c'est un jeu de pli, donc il y a des cartes colorées, mais il y a aussi des cartes avec des choses un peu, enfin, des dégradés, ce genre de choses. Alors faire ça sur Photoshop, c'est évidemment possible, mais moi je préfère le faire en Compose parce qu'en Compose, je le gère au pixel, et puis je suis bien plus efficace en Compose que en Photoshop. Donc je peux gérer par exemple le bleed. Alors le bleed, c'est quand on envoie ça à un imprimeur, il faut que les cartes elles dépassent pour être sûr que ça coupe bien. Et donc parce qu'il y a du bleed, il y a aussi ce qu'on appelle une safe zone dans laquelle il faut pas dessiner. Donc je peux voir à quoi ressemblera ma carte avec le bleed, je peux voir si tout le contenu rentre bien dans la safe zone et je peux voir à quoi ressemblera la carte au final. Et j'ai aussi des cartes avec du texte. Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, OK, vas-y, génère-moi le PDF. Je vais lui dire, génère-moi, là par exemple, j'ai modifié mon jeu, donc je veux le retester, je vais générer uniquement les cartes règles en français. Pouf, il va me le générer. OK, dans cards.pdf, vas-y, remplace-le. Bon, il a fini. Et voilà, il m'a généré le PDF avec les traits de découpe. Comme ça, j'ai plus qu'à l'imprimer chez moi euh, en recto verso parce qu'il m'a mis les rectos d'un côté, les versos de l'autre, et j'ai plus qu'à découper. Et si jamais je veux envoyer à l'imprimeur, il me demande des PNG, je peux générer des PNG avec le bleed et tout. Je vous montre un autre exemple hop, d'un jeu que j'ai refait. C'est un jeu qui n'est jamais sorti en français et qui s'appelle Noir. Enfin, pardon, Noir, parce que il n'est jamais sorti en français. J'avais un problème. Alors, bon, les fichiers que je vais vous montrer, évidemment, je ne les publierai jamais parce que bah, déjà, Noir est un jeu qui existe en français. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que je ne l'ai pas mis à jour. Qu'est-ce qui se passe? Ah, fond de famille not found. Non. Carte thème, on va le débloquer. Ah, c'est parce que maintenant c'est textile. Eh oui. Voilà. Et là, c'est Picon Extended et White. Très bien, on va mettre Extended et White. Toujours pas. Là, c'est Regular et Black. Bah, très bien. Là, c'est juste la color. Il y a deux virgules. Comment ai-je pu laisser passer ça? C'est honteux. Hop, Extended et White. Est-ce qu'il va bien vouloir? Ouais, ok, donc j'ai refait le jeu et comme j'ai des potes
qui, je sais, sont fans de Marvel et que je voulais les intéresser. J'ai pris des images Marvel que j'ai mis là-dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'imprime ça? D'accord? Si j'envoie ça à l'imprimeur, je lui envoie les cartes avec le bleed. Très bien. Maintenant, il va m'afficher des cartes comme ça. Trop bien. Je génère le PDF. Alors là, je vais par exemple générer uniquement le PDF avec les suspects. Hop, tac, include backs, export. Je vais le mettre dans code 7, c'est pas grave comme ça. Quel va être le problème là? Il va me générer un PDF que je vais imprimer moi-même, mais le problème, c'est cette ligne-là. Moi, j'ai fait cette ligne-là comme ça, je trouve ça classe. D'accord? Chaque carte est un peu. Le jeu fait que les cartes sont face cachée sur la table, donc je suis censé les voir des deux côtés. Donc j'ai bien l'information si je suis. Peu importe le côté que je suis de la table. OK? Et donc, le PDF qui m'est généré, il ressemble à ça. Et là, moi, j'ai un problème, c'est que si je découpe pas au millimètre près, je vais avoir un peu de noir à gauche, un peu de noir à droite, et ça sera pas beau. Et j'ai un autre problème, c'est le bac. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas une imprimante qui imprime du recto verso au millimètre près. Il y a un bleed, il y a un décalage. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que si j'imprime ça recto verso, eh bien, ma découpe, elle sera pas pile poil sur le trait. Comme il va y avoir un décalage en recto verso, ma découpe, elle va être légèrement à gauche ou légèrement à droite, et sur les côtés, ça ressemblera à rien. Mais si moi je veux envoyer ça à l'imprimeur, je veux que mes cartes elles ressemblent à ça parce que je trouve ça cool. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, ok, si je fais mon proto et si je print moi-même le jeu avec ma pauvre imprimante de particulier, ah ben j'étais déjà dans le bon fichier, je peux lui dire, tiens, mets un angle à 0. Hop. Euh, by the way, ça c'était Composite Reload. Je peux facilement tester les trucs. Hop. Mets un angle à 0. Et comme tout est codé, toutes mes cartes vont être avec un angle à 0, toutes mes cartes vont être droites, je régénère le même PDF, tac, avec uniquement les suspects. Ah, on attend que ça génère. La génération de PDF prend un poil de temps. Ça, c'est PDF Box qui fait sa magie. Voilà. Hop. Maintenant, tout est droit et les bacs sont droits aussi. Et si ça décale sur le trait de coupe, c'est plus un problème. Et ça, j'arrive pas à le faire avec Photoshop. Je peux pas mettre un paramètre qui dit simplement, où je vais simplement modifier la manière dont mes cartes sont générées. Je peux pas simplement mettre ici, OK, si je veux générer les PNG que je vais envoyer à l'imprimeur, je vais mettre un angle de 8 et mes cartes seront jolies comme ça, par exemple. Et si je veux faire mon prototype et que je veux l'imprimer moi-même, je vais mettre un angle de 0 et comme ça, j'aurai des cartes jolies quand même. Ça, c'est le genre de choses que je ne peux faire que parce que, en réalité, je programme mes cartes. Voilà, donc en fait, ce que je veux que vous reteniez de cette présentation, on termine là-dessus, c'est 3 choses. La première, je vais reprendre le code ici, c'est que le DPI est modifiable. C'est pas dans main, c'est dans présentation, ici. Voilà. La première, c'est que le DPI est modifiable. Il est où le provide? Ah, il est là, je suis con. Ici. Vous pouvez modifier le DPI, vous pouvez le modifier de manière dynamique et avec ça, vous pouvez générer des tailles complètement dynamiques. La deuxième, c'est cette petite API-là qui vous permet de générer, de render une scène compose dans un PNG. Et la troisième, c'est que donc vous pouvez programmer du contenu, que ça soit du contenu statique, par exemple des images, que ça soit du contenu dynamique, comme par exemple une présentation, et vous pouvez modifier ce contenu en fonction
du support de l'utilisation, comme par exemple les cartes que je vais imprimer moi-même ou les cartes que je vais envoyer à l'imprimeur. Et avec ça, vous pouvez générer du contenu avec Compose et faire des trucs assez ouf. Si je reprends mon noir, euh, ici, j'ai tous mes rôles, j'ai tous mes contenus, et à partir de là, il va me générer carte par carte, et j'aurai mes PNG. Alors que si je devais générer mes textes un par un sur Photoshop, ben, je l'aurais pas fait. Voilà pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au tirage au sort? Bonjour, Bonjour. bon, je présente, je m'appelle Hervé. C'était pour vous demander, donc ça veut dire que on peut même faire l'édition de livres, de cette manière aussi? Oui, 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 tout à fait. Alors, dans l'édition de livres, je ne sais pas si j'utiliserai Compose parce qu'en réalité, Compose génère des images, des PNG, et après ces PNG, je les mets dans un PDF en utilisant PDF Box. D'accord? Et le PDF lui-même supporte la rasterisation de texte et le fait d'embarquer du texte. Donc en fait, si tu fais un livre avec Compose, ben en fait tu vas générer les images de chaque page et tu vas les mettre dans des PDF et ça sera beaucoup plus lourd que simplement mettre du texte dans le PDF. Donc je pense que dans le cas du livre, il vaut mieux utiliser PDF Box pour générer les pages. OK. Par contre, là où tu pourrais utiliser Compose, par exemple, c'est, je ne sais pas de quoi parlerait ton livre, mais si c'est pas une fiction, que tu as besoin de générer des images, par exemple des graphiques ou ce genre de choses, tu peux complètement utiliser Compose pour les générer et ensuite les exporter et les mettre dedans. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, un peu sur le même thème, il y a un back-end Compose vectoriel, ça serait pas possible d'avoir de l'export vectoriel? Alors, heu il n'y a pas un back-end Compose vectoriel. Il y a une librairie qui permet de générer des vecteurs, enfin des images vectorielles en utilisant la runtime Compose. Mais je peux pas, enfin j'ai pas les animations, j'ai pas le texte, j'ai pas matériel, j'ai pas tout ça. C'est complètement en dehors. C'est-à-dire que c'est Jay Quarton qui a fait ça, si je ne m'abuse. Je sais pas. Non, Et mais tu disais, du coup, ça fait des images et après ça met les images dans le PDF. oui, Mais c'est un peu dommage parce que du coup, toute ta définition, c'est que des vecteurs, quoi. Tout, enfin, sauf peut-être les PNG, mais le texte, les passes, tout ça, tout à fait, c'est mais défini en il y a vecteur. pas alors, il y a pas de manière de générer une image vectorielle avec un contenu Compose UI. C'est dommage. Je pense que ça serait Ouais, particulièrement complexe OK. parce que, Compose UI est basé sur Skia qui dessine des pixels. Donc, il y a pas, il existe une librairie qui permet de générer des SVG avec Compose, mais, cette librairie, elle est complètement décorrélée de Compose UI. Elle utilise, Compose Runtime uniquement. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Tout d'abord, merci pour la présentation, c'était, super, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais une petite question, c'est de la pure Mmh. curiosité. Est-ce que, Compose UI, ça serait possible de faire une visualisation de graphes de réseaux de neurones, par exemple? Par exemple. Ouais. C'est-à-dire, vous savez quand vous avez, je prends même, pas forcément un réseau de neurones, hein, ça peut même être une visualisation d'un dossier, Bien sûr. sur ton PC avec un root et tu vois, tout ce qu'il y a dedans, mais de manière, dynamique. Oui, oui, c'est tout à fait possible. OK, Il y a des applications qui le font. Alors, je ne sais pas si elles utilisent Compose, mais ça doit pas être très difficile à développer en Compose. OK, Mais là, si je puis me permettre, on retourne sur du usage logiciel. oui, Parce que là, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est piquer votre curiosité sur utiliser Compose sur de l'usage non logiciel. Donc, du display, du print, des choses comme ça, qui permettent de générer du contenu, mais de manière différente et pas juste dynamique. OK. Voilà. Merci J'ai beaucoup. fait plein de jeux de société avec ça. J'en ai fait au moins 4 ou 5 avec ce système-là et voilà.
C'est marrant de se dire que quand l'imprimeur me renvoie mes cartes et que j'ai mes cartes physiques, je me dis: «Bah, en fait, ces cartes-là, je les ai pas designées, je les ai programmées». Je sais pas, ça me fait vraiment triper. Est-ce qu'il y a d'autres questions?